Donc, bonjour, bonjour. Ce qu'on va vous présenter ici s'organise un petit peu en deux temps. Dans un premier temps, on va faire une revue de la littérature en ce qui concerne les effets avérés, les interventions basées sur la mindfulness en milieu scolaire. Et dans un deuxième temps, on va rentrer dans du plus concret puisque Marie va présenter le programme qui a été mis en place dans 8 établissements au niveau de la région Rhône-Alpes, au niveau de l'Académie Grenoble, et puis elle va nous expliquer un petit peu quelle a été son expérience dans ce programme. Voilà. Pour commencer, je voudrais... Ça marche pas. Pour commencer, je voudrais juste vous rappeler un petit peu que les interventions basées sur la mindfulness, en réalité, existent depuis un certain temps dans le domaine scolaire. Les premières interventions qui ont été évaluées, alors j'ai adopté un système sur tout ce diaporama qui consiste à vous montrer toujours à gauche, pour les enfants qui méditent, donc dessous ce sera toujours les caractéristiques des interventions, et puis à droite ça sera les effets observés. D'accord? Donc vous voyez ce petit histogramme. Ces interventions évaluées arrivent tardivement, mais elles ont été mises en place depuis, on va dire, le milieu des années 70 dans l'univers scolaire, notamment aux États-Unis. Et puis les premières évaluations ont lieu au début des années 2000. Et vous le voyez, elles vont concerner, alors je ne détaille pas toujours les spécificités des interventions, vous aurez le diaporama et vous pourrez vous y retrouver. Mais ces interventions-là étaient basées sur des méthodes de méditation qui ne sont pas qualitativement exactement ce qu'on va appeler, nous, la mindfulness ou la pleine conscience. On va parler de méditation transcendantale ou de méditation plus basée sur la répétition de mantras, par exemple, qui diffère un petit peu de la méditation de pleine conscience. Ces études ont montré dès le début des effets sur un certain nombre de caractéristiques physiologiques, une diminution de la tension artérielle, du rythme cardiaque des adolescents qui participaient à ces interventions, et de même qu'elles ont permis de montrer une amélioration, si on peut le dire comme ça, du climat scolaire ou du comportement à l'école de l'adolescent, avec une diminution des exclusions scolaires, de l'absentéisme ou encore des violations du règlement intérieur. Alors bien évidemment, les limites qui sont portées à ces interventions résident dans le fait que ces interventions ont un ancrage spirituel et que cela est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je parle d'ancrage spirituel et pas d'ancrage religieux, peu adéquat, on va dire, et avec la laïcité de l'école publique, ou en tout cas est perçu comme étant peu opportun à développer au sein de l'école publique. Donc ça c'est un premier point. Un débat qui revient beaucoup dans la littérature internationale, c'est est-ce que les interventions mindfulness doivent s'accompagner de la promotion de valeurs, ou est-ce qu'elles doivent être totalement neutres et rester focalisées sur juste une pleine présence à son corps et à ses sens, par exemple. D'accord? Donc ça c'est un débat qui est aussi très présent dans cette littérature-là. La principale critique qu'on peut faire aussi à ces interventions historiquement premières, c'est que ces programmes étaient généralement des programmes qui étaient des programmes adultes appliqués aux enfants, mais qu'il n'y avait pas de programme spécifiquement conçu pour les enfants, comme celui qu'Eline Snell a mis en œuvre, par exemple. Il s'en est suivi historiquement un développement des interventions, mais cette fois-ci à destination de populations très ciblées, des populations d'élèves en difficulté, par exemple, ou qui étaient en proie à une certaine symptomatologie, qu'elle soit physique ou psychologique. Ces interventions ont eu lieu de l'école primaire au lycée, et on recense dans la littérature tout un ensemble d'études de cas concernant ces interventions. Ce n'est pas forcément ce dont je vais vous parler. Dans le cadre scolaire, l'intervention basée sur la pleine conscience
intervient et est rentré facilement, on va dire, dans l'univers de l'enseignement secondaire par la pratique de l'éducation physique et sportive, par la pratique corporelle. Donc c'est souvent dans ce cadre-là que les enseignants, en tout cas dans les interventions évaluées, ont fait rentrer la pratique de la pleine présence ou de la pleine conscience. Donc effectivement, alors je vous ai mis à chaque fois les auteurs ici des études concernées, si vous avez accès aux bases de données scientifiques, si vous êtes là peut-être parce que ça vous intéresse plus particulièrement, si vous pouvez me demander les références. Ces études-là ont montré qu'effectivement, un programme relativement long de pratiques corporelles amenant à la pleine présence des ressentis, eh bien, avait des effets, ce qu'on appelle nous, statistiquement significatifs. Qu'est-ce qu'ils permettent, ces programmes? Ils permettent, premièrement, d'augmenter ses aptitudes à la pleine conscience, qui se déclinent en différentes facettes, que l'on ne va pas forcément décliner ici, mais il faut savoir qu'on a les outils qui nous permettent de différencier les différentes facettes qui sont améliorées par la pratique de la pleine conscience ou d'autres pratiques d'ailleurs que la méditation formelle. C'est bon, tout va bien. Ces études ont également mis en évidence que le sentiment d'auto-efficacité et que globalement le comportement des élèves face à une situation de stress était nettement amélioré. Ils reportaient plus de sentiments d'auto-efficacité et puis surtout ils reportaient une utilisation des stratégies de coping bien plus pertinentes. Les stratégies de coping, c'est notre langage, notre jargon de psychologue pour dire des stratégies de faire face de manière adaptée à un stress. Et globalement, cela s'accompagne d'une diminution de la symptomatologie liée au stress, à un niveau physiologique notamment, avec une diminution des problèmes de sommeil chez ces élèves. Je suis là pour vous parler plus particulièrement des interventions basées sur la mindfulness. Et il existe, je n'ai pas recensé l'ensemble de ce qu'il existe, mais il existe dans ce cadre-là tout un ensemble de programmes standardisés, manualisés, c'est ce que je disais tout à l'heure, extrêmement précis. On sait ce qu'il faut faire à la première séance, de la première minute de la première séance à la dernière minute de la première séance, et qui concernent différents âges de la vie scolaire. Donc ces programmes, les programmes les plus connus sont ceux-ci, et ces programmes se déclinent du début de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. Alors par quoi est-ce qu'ils caractérisent par rapport à d'autres programmes que peut-être vous connaissez, comme le LSR ou le VCT? Eh bien, premièrement, il y a dans ces programmes beaucoup plus d'expériences concrètes, il y a beaucoup d'expériences de pleine présence organisée autour de jeux et de jeux alimentaires, de découverte de l'alimentation. Ça, c'est vraiment une caractéristique forte de ces programmes, donc c'est une entrée assez pertinente pour les enfants, ou vraisemblablement pour les adolescents. Une autre caractéristique, c'est que bien évidemment les durées des méditations sont beaucoup plus courtes que dans les programmes adultes. On va rarement dépasser les 20 minutes de méditation formelle dans ce type de programme-là. Que le partage d'expériences est également moins fréquent, c'est quelque chose qui est moins présent dans l'ensemble du programme. Et surtout, et ça c'est un point important, on va y revenir tout à l'heure, c'est que les pratiques qui visent la métacognition, c'est-à-dire l'observation de ses propres pensées, sont quasiment absentes de ces programmes. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important. À titre anecdotique aussi, on peut dire que les méditations en silence sont peu présentes dans ces programmes, ce qui n'est pas le cas dans les programmes adultes. Par quoi elles se caractérisent d'autres ces interventions? Alors, je ne vais pas tout vous détailler dans ce tableau. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce qui concerne ces petites lignes-là, c'est que en réalité, ces programmes, dans leur grande majorité, comme vous le voyez, sont mis en place par un intervenant extérieur à la classe. Or, il est maintenant
démontré, si on peut le dire comme ça, avec toute l'impermanence de la preuve scientifique, hein, mais que l'efficacité du programme est nettement améliorée si c'est l'enseignant lui-même qui le met en place, d'accord, dans sa propre classe. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à souligner, puisque c'est aussi une des caractéristiques du programme initié par Marie. Par Marie. Ah, Hein. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans ces études? Parce que là, je vous ai parlé des caractéristiques des programmes. Maintenant, il va falloir voir un petit peu ce qu'on regarde. Eh bien, globalement, les scientifiques s'intéressent à quoi? Ils s'intéressent aux facteurs de résilience associés à la pratique de la méditation de pleine conscience en milieu scolaire. Ils s'intéressent aux problèmes émotionnels, donc tout ce qui est de l'ordre de la régulation émotionnelle, et puis on s'est aussi pas mal intéressé aux performances cognitives, évidemment, et aux stratégies de faire face au stress dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une petite partie seulement de la littérature qui va s'intéresser à un type de mesure qui, moi, m'intéresse particulièrement, qui consiste, on va dire, à dépasser l'auto-report, à dépasser ce que l'enfant dit de lui-même ou ce que l'adolescent dit de lui-même, et à demander à un observateur extérieur, naïf, qui ne sait pas si l'enfant a médité ou n'a pas médité, eh bien de voir, d'évaluer la progression de cet enfant sur un certain nombre d'échelles. D'accord? Vous comprenez ce que je veux vous dire? On est là dans un regard plus objectif et non dans l'expérience subjective de l'enfant. Je ne dis pas que l'expérience subjective de l'enfant n'a pas d'importance, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste qu'il faut la croiser avec le regard porté par un tiers qui ne sait pas si l'enfant a médité ou non. Et c'est qui dans ce cas-là le tiers? Alors le tiers, ça peut être un enseignant qui ne sait pas si, qui est ce qu'on appelle nous aveugle de la condition expérimentale, c'est-à-dire qu'il ne sait pas si l'enfant a fait partie du programme d'intervention ou n'en a pas fait partie, ou a fait partie d'un pseudo-programme d'intervention, pour un contrôle, par exemple. Voilà, ça peut être un autre intervenant dans l'école, des gens comme ça. Alors, pour rappel, avant de passer aux résultats vraiment sur les interventions au milieu scolaire, pour rappel, les interventions auprès des enfants et des adolescents ont montré, si je parle de ça, c'est qu'il existe tout un tas d'autres programmes qui ont lieu en dehors de l'école, tout un tas d'interventions auprès des enfants et des adolescents en dehors du cadre scolaire, des interventions parents-enfants par exemple, qui sont bien développées aussi. Et ces interventions ont montré qu'effectivement elles étaient efficaces à augmenter le niveau de pleine conscience des enfants et qu'elles étaient efficaces à augmenter les capacités attentionnelles des enfants et des adolescents en dehors du cadre scolaire et tout en étant facteur de diminution de la symptomatologie psychologique. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc ces interventions ont montré en dehors de l'école que c'était efficace. L'enfant qui médite à la maison va effectivement pouvoir bénéficier de tout cela. Et que cet effet est encore plus marqué que ce que l'on peut observer dans les programmes adultes. D'accord? J'ai rien à dire. Je sens que je m'emballe. Donc les effets des interventions mindfulness en milieu scolaire, là je vous présente les résultats d'une méta-analyse pour faire simple. Une méta-analyse c'est quoi? C'est une moyenne, on va dire comme ça. C'est une étude qui nous permet de regrouper toutes les données faites, observées dans différentes études. Donc c'est une moyenne de toutes les études qui existent. D'accord? C'est une super étude. Voilà. Si on peut le dire comme ça. Et donc là, dans cette méta-analyse, du coup, on en vient à comparer l'effet des interventions, de différentes interventions, de 1400 bénéficiaires, en comparaison à près de 900 enfants qui faisaient partie de groupes contrôle. Alors on peut parler du statut du groupe contrôle parce que c'est toujours un petit peu problématique dans
ce débat-là. Qu'est-ce que le groupe contrôle? Est-ce que c'est une liste d'attente? Si c'est un groupe qui ne fait rien, on compare un groupe qui fait quelque chose avec un groupe qui ne fait rien, donc c'est un petit peu problématique, mais bon. Disons que les résultats qui sont mis en évidence et qui sont très très clairs en termes de taille des faits, c'est que globalement, ces interventions permettent d'améliorer les performances cognitives des enfants et des adolescents. Là-dessus, il n'y a pas débat. J'ai envie de dire que toutes les fonctions exécutives, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est ce que j'ai notamment ici décliné, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive, l'attention focalisée, etc. Toutes ces fonctions se voient améliorées par la pratique de la pleine conscience et ces fonctions sous-tendent l'apprentissage. D'accord? Donc ça c'est clair. D'un point de vue plutôt psycho-affectif, toutes les composantes, les facteurs de résilience sont également améliorés, on va dire, plus présents, en tout cas, ou plus facilement mobilisables par l'enfant ou l'adolescent avec la pratique mindfulness. Il s'ensuit, de manière tout à fait logique, une diminution du stress perçu de ces enfants et du stress effectif de ces enfants. Okay. Alors, je tiens à souligner juste que quand, par contre, on interroge un tiers et qu'on lui demande de décrire le comportement de l'enfant et notamment ses manières de faire face à un stress, on ne retrouve pas ces effets. D'accord ? C'est-à-dire que c'est ce que l'enfant dit de lui-même, mais ce n'est pas observable forcément par les tiers. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de légitimité. Est-ce que vous pouvez juste rappeler stratégie de caution? C'est une stratégie de faire face au stress. S'il vous plaît. Oui. Le chiffre après le point, c'est le coefficient de corrélation, c'est ça? Non, c'est la taille des faits qui est important. Ici. Oui. Les 24 études, Oui. c'est vraiment des programmes confondus, mélangés, différents programmes. Oui. D'accord. Donc c'est pas ciblé sur un programme particulier. Non. Par contre, ce sont 24 études qui répondent à un certain nombre de critères de scientificité, c'est-à-dire qu'il y a toujours ou systématiquement un groupe contrôle ou une liste d'attente, par exemple, qu'il y a des mesures quantitatives, qu'il y a des mesures avant-après, etc. Bien sûr, dans les pays anglo-saxons, vous avez vu ça. Hein? Principalement. Il y a très très peu de choses qui sont faites de ce point de vue. Peut-être après. Peut-être après, si ça vous embête pas, comme ça je Par rapport ensuite. au programme, en fait, c'est quoi la durée du programme? Alors, ces programmes sont d'une durée variable, mais globalement, on va dire que c'est entre du 5 et 15 semaines. 15, 20, peut-être parfois 25 semaines. Ah, il y a deux facteurs sur lesquels je voudrais juste insister un petit peu. C'est que, premièrement, il y a... Ah, pardon, je ne vous ai pas parlé de ça, ce qui est important. Pourquoi ça marche, comment ça marche. Peut-être est-ce que ça, vous l'avez dans d'autres conférences, mais dans d'autres ateliers, je vais quand même juste vous en dire un mot parce que c'est important. Pourquoi ça fonctionne? Évidemment, on sait que la pratique de la mindfulness va amener une modification, notamment, je parle sous le contrôle d'Arnaud, qui est neuropsychologue et qui me regarde avec des gros yeux, des modifications de l'activation des zones associées à l'attention. Je dis pas trop de bêtises. Ce qui va effectivement moduler et bien du coup les capacités d'apprentissage, de mémorisation, de conscience de soi, de mémoire visuelle-spatiale et de concentration. D'accord ? Par ailleurs, évidemment, on sait que l'apprentissage de la mindfulness, l'entraînement à la mindfulness, s'accompagne d'un développement des compétences psychosociales et des émotions positives. Tout simplement pourquoi? Parce que ça régule un des facteurs majeurs, c'est que ça régule l'anxiété et donc évidemment ça aide au comportement social. Alors, les deux facteurs dont je voulais vous parler, c'est premièrement, il y a un effet dose. D'accord ? Ça, c'est important à retenir pour l'application et pour l'intervention. Vous voyez, dans cette étude, là, les enfants vont méditer 3 fois 15 minutes par semaine pendant 5 semaines et on va observer un certain nombre de bénéfices associés à cette pratique, bénéfices classiques, je ne reviens pas dessus, c'est ce qu'on a déjà vu précédemment.
Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que si il prolonge le temps de pratique, c'est-à-dire que si le programme se poursuit 7 semaines supplémentaires, on va observer d'autres bénéfices qui vont émerger, j'ai envie de dire vraiment sur le long cours. Hein. On ne peut pas s'arrêter à 5 semaines pour voir émerger, eh bien, notamment des comportements peut-être facilitant ou soutien du climat scolaire, ce qu'on appelle des comportements soutien du climat scolaire. Dans une autre étude de même type réalisée auprès d'adolescents, c'est le même principe. Les adolescents donc, ont des bénéfices à méditer 1 heure par semaine, pendant 4 semaines, ils montrent brièvement ces bénéfices, mais s'ils pratiquent 10 minutes par jour, et c'est là où vraiment je tiens à attirer votre attention, et seulement 10 minutes par jour, j'ai envie de dire, eh bien là on va voir émerger encore d'autres choses, c'est-à-dire une régulation de l'anxiété, de la dépression et une augmentation du bien-être. Donc ça c'est important. Pourquoi ? Parce que il faut, je pense, pas hésiter dans ces programmes-là à proposer la pratique très fréquente et très régulière. 94% des adolescents déclarent pratiquer en classe pendant les programmes, donc ils adhèrent très très bien à ces programmes. 2 tiers disent faire les exercices qui sont donnés à la maison, les entraînements qui sont donnés à la maison, et 95% d'entre eux recommanderaient l'intervention à leurs amis. Donc il faut bien insister sur l'importance d'une pratique fréquente, ils n'y sont pas récalcitrants, vraisemblablement. Autre chose sur lequel, autre facteur que je voulais aborder, c'est la modération des effets en fonction de l'âge. Dans la littérature scientifique, il y a à peu près 2 types de données, si on regarde bien cette littérature. Il y a un premier ensemble d'études qui a plutôt testé des programmes sur des 8 à 12 ans. Et sur les 8 à 12 ans, ils ont tendance à observer que l'intervention est plus favorable aux plus jeunes. D'accord ? Donc plutôt sur la fin de l'école primaire, si on se situe par rapport à notre cadre. Et puis il y a tout un tas d'autres études, notamment très orientées autour du DOCB, qui intervient auprès d'adolescents de 14 à 17 ans. Mon grand ne serait pas content si je disais d'enfants à 14 ans. Donc d'adolescents de 14 à 17 ans, où là, effectivement, on en conclut que l'intervention est beaucoup plus profitable à ceux qui sont les plus âgés. D'accord ? Alors, quels sont les arguments des uns et des autres ? Et je pense que c'est important de les avoir en tête pour choisir ce que l'on fait. Les arguments des auteurs qui pensent qu'il vaut mieux intervenir le plus tôt possible, le plus précocement possible, sont que, alors je l'ai mis de manière un petit peu obscure, mais je vais vous décrire ça, c'est que les processus, on va dire, de régulation entre ce qui se passe entre le cerveau et le corps, ascendant ou descendant, eh bien, vont se traduire en termes de comportement vers l'âge de 10 ans. D'accord ? Et que c'est, selon leur point de vue, donc à ce moment-là qu'il faut agir et introduire un apprentissage, un entraînement à la réappropriation des sensations corporelles. D'accord ? L'activité synaptique en préfrontal donc, est particulièrement active autour de l'âge de 10 ans, et donc on peut supposer que la plasticité est aussi particulièrement importante autour de cet âge-là, d'accord ? Et donc pour eux c'est un argument majeur à développer les entraînements à l'âge de 10 ans. Et surtout aussi, c'est que c'est l'âge auquel s'acquiert le raisonnement moral, la prise en considération de la perspective d'autrui et les comportements sociaux. Donc l'idée ici, c'est un petit peu d'agir avant que la consolidation des comportements et des, on va dire, substrats neuronaux à ces comportements ne soit établie. D'accord ? L'argument des gens qui pensent, pas des études, hein, je reporte ce que disent les auteurs, qui pensent qu'au contraire, il vaudrait mieux attendre la fin de l'adolescence, ou on va dire en tout cas la fin du lycée pour intervenir,
sont des gens qui pensent que de toute façon l'intervention propose des entraînements qui apportent des ressources dont les adolescents disent eux-mêmes qu'ils ne l'utilisent pas vraiment, mais que cela reste mobilisable ultérieurement pour eux et qu'on leur fournit un apprentissage mobilisable ultérieurement et donc que ça peut attendre. D'accord ? Ça c'est un petit peu leur argument. Leur argument phare, c'est surtout que à la période de l'adolescence, la confrontation avec des pensées, donc certaines prises de conscience, peuvent être particulièrement problématiques puisque l'adolescent est dans une période qui peut être, pas toujours, de grande vulnérabilité. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de le faire se confronter avec ses pensées à ce moment-là. Ça, c'est leur argument et ils supposent qu'il vaut mieux attendre le développement des capacités donc de métacognition, c'est-à-dire de prise de distance, si vous voulez, avec ses pensées. C'est clair ? Ok. Allez, je vais vous parler maintenant d'interventions très récentes, d'évaluations très récentes qui ont été qui sont parues cette année. Donc c'est des interventions qui visent là à comprendre si la mindfulness est efficace pour promouvoir les comportements prosociaux et la bienveillance dans le milieu scolaire. Ces études sont intéressantes pour moi à deux titres, et donc il y a deux études qui sont parues à ce niveau-là. Déjà parce qu'elles permettent de répondre à un certain nombre de limites méthodologiques des autres études. Alors, je ne les ai pas détaillées précédemment, mais globalement ce que je peux vous dire c'est que là dans ces études il y a des groupes contrôle actifs. C'est-à-dire qu'en comparaison de la mindfulness, on a proposé différentes choses à ces enfants. On a proposé par exemple des cours d'éducation citoyenne, si on peut le dire comme ça. On leur a même proposé des cours des projets interdisciplinaires créatifs par exemple. C'est-à-dire des groupes d'activités dans lesquels ils s'engageaient pleinement de manière autonome, un petit peu comme ils le font dans l'activité de la mindfulness. D'accord ? Donc c'est en ça que c'était intéressant et des groupes d'activités qui mobilisaient aussi la réappropriation de son corps. Donc ça c'est en ça que c'est intéressant. Et là où c'est encore plus intéressant de mon point de vue de scientifique un peu borné sur la méthode, c'est que les professeurs étaient aveugles des conditions expérimentales, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas dans quelles conditions expérimentales étaient les enfants. Voilà. Et c'est encore plus intéressant. Ces études sont le top de ce qui existe pour moi, parce qu'elles vont mesurer tout un tas de choses, on va le voir, mais aussi elles vont utiliser, et pour la première fois dans ce champ-là, des mesures comportementales directes. C'est-à-dire qu'on va observer l'enfant et on va quantifier, donc ça limite, je suis d'accord, mais on va observer concrètement dans son comportement qu'est-ce que ça change. Alors il y a 3 tâches. La première tâche, c'est par exemple la mesure de partage des cadeaux reçus, donc c'est une tâche toute simple. On distribue à un enfant un paquet d'autocollants ou de stylos, etc. Puis on lui dit, tu as la possibilité de le partager avec un tel qui est dans ta classe. Alors on sait qu'un tel, il l'aime bien, par exemple. Donc on va voir comment il effectue le partage. Et puis on va aussi lui suggérer de partager avec quelqu'un d'autre qu'il n'aime pas, par exemple. D'accord ? Et puis on va voir comment ça se passe. Et puis on va aussi lui suggérer de partager avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, un autre enfant d'une autre école. Et on va voir comment ça se passe. D'accord ? Donc ça nous donne vraiment des indices sur concrètement comment est-ce que ça peut aussi changer le monde à terme, si on y va comme ça. D'accord ? On regarde aussi un petit peu quelles sont les stratégies de régulation et les délais de gratification acceptés par l'enfant, c'est-à-dire qu'on lui propose par exemple 2 bonbons maintenant, ou sinon on lui dit dans une semaine tu auras un paquet de bonbons, d'accord ? Et on voit ce qu'il choisit. Et puis on mesure son acceptation par les pairs, à savoir est-ce qu'il est plus ou moins bien accepté et comment il est perçu par ses camarades dans la cour d'école. Voilà.
les résultats que l'on observe sont des résultats assez intéressants. Donc on retrouve une augmentation de toutes les variables de contrôle cognitif. Et puis on va observer une augmentation donc, de l'empathie déclarée par l'enfant, capacité d'empathie déclarée par l'enfant, d'optimisme et de mindfulness déclarée par l'enfant, donc ça c'est ok. Et ce qui moi du coup m'intéressait beaucoup, c'est que ces enfants sont jugés beaucoup plus pro-sociaux par les autres, donc ça fonctionne bien. Ils sont mieux acceptés par les pairs et ils vont se montrer plus généreux envers autrui, quel que soit l'autrui. D'accord ? Et c'est là où c'est intéressant de mon point de vue, c'est-à-dire quel que soit l'autrui, c'est-à-dire un enfant qu'ils aiment ou un enfant qu'ils n'aiment pas, et bien ils vont beaucoup plus partager leur sac d'autocollants, de bonbons, de stylos, peu importe. Okay. Tout ça s'accompagne d'une diminution du cortisol salivaire qui nous associe à une mesure de stress, des comportements d'agression des camarades reportés par les enseignants, qui, je vous le rappelle, sont aveugles, d'accord, des conditions expérimentales, et des caractéristiques éventuellement dépressives des enfants. Voilà, j'ai beaucoup parlé, Marie, je suis désolée, j'enchaîne un tout petit peu pour dire que c'est dans ce cadre-là, donc sur la base de cette connaissance scientifique, si on peut le dire comme ça, que Claudette Turias et Marie Laballegra, donc Marie qui est avec nous, nous ont contactés puisqu'elles avaient pensé à un programme d'intervention pour, tu détailleras mieux que moi, qui viserait à améliorer le climat scolaire et le bien-être de l'élève. Elles nous ont dit, mais en fait, on voudrait l'évaluer et on ne sait pas comment faire. Et elles nous ont donc sollicité pour procéder à cette évaluation. Je continue. Je te laisse la parole. Je veux juste insister sur le rôle de Mme Odette Turias. On a tout à l'heure entendu un inspecteur génial. Génial. Mais il faut savoir que ce n'est pas notre quotidien. Donc là, moi je suis tombée aussi sur quelqu'un qui, sur une ligne sur mon CV, m'a demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose d'autre à travers des compétences sur lesquelles je ne communiquais pas forcément, dans un milieu qui est assez frileux dans ce domaine-là. Et voilà, donc juste un petit mot sur la genèse en fait de ce programme. En fait, il se trouve que je travaille en tant que professeur, donc avant d'être formatrice, je suis professeure de lettres dans un établissement, on va dire, qui vise l'excellence. Donc dans lequel on a peu de problèmes disciplinaires, mais un problème de stress énorme. Moi j'ai des classes bilan par exemple, et je les ai en 5e, puis je les retrouve en première, donc année du bac en France. Et je vois à quel point dès la 5e, il y a une pression des parents qui analysent les notes, qui sont tout le temps sur l'informatique pour voir quelles notes ils ont eu il y a une semaine ou il y a 2 jours. Et ces gamins, bonjour, ces gamins-là subissent cette pression, et quand je les retrouve en première, l'année où effectivement je prépare avec un examen, je m'aperçois des ravages que ce genre de choses a pu faire. Donc, il se trouve qu'une année, je me suis trouvée en face d'une classe de 5e dans laquelle, sur 29 élèves, il y en avait 14 qui étaient en grande difficulté. Donc, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, hyperactivité sans ritaline, phobie scolaire. Et nous nous sommes retrouvés en tant qu'équipe pédagogique en novembre, donc au moment où on fait les premières réunions de concertation, dans une impasse totale. C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à rien faire. On ne savait pas comment on allait faire. Et c'est à ce moment-là qu'après un petit découragement, ce qui ne m'arrive pas souvent, mais là vraiment je me suis dit, bon, j'attends la fin de l'année et je vois ce que je peux faire. Et j'ai pensé utiliser mes autres compétences. En fait, je me suis dit, il n'y a pas de réponse pédagogique, donc il faut que je fasse par ailleurs. Et pendant les vacances d'automne, j'ai mis en place une petite proposition à 3 niveaux que j'ai soumise à mon chef d'établissement. Et en ce qui concerne cette classe-là, il s'agissait de proposer aux élèves des exercices très très simples et de voir si par hasard ça n'améliorerait pas leur confort, leur bien-être, leur confiance en eux-mêmes et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que ces élèves-là, évidemment, ils sont fichés comme 10, comme autre chose, et ils arrivent avec un déficit de confiance total, qui se manifeste par exemple par le fait qu'ils vous posent des questions immédiatement, dès que vous commencez le début de la consigne d'un exercice. Ils sont dans la panique totale en fait. Et on n'avance pas du coup, parce qu'ils posent des questions, il faut répondre, et la réponse génère une autre angoisse, donc on ne se sort pas. Donc j'avais proposé ça,
sachant qu'il était convenu que 8 semaines après, on laissait les devoirs. Et que ça se faisait un petit peu à l'aveugle, au sens où on ne l'a pas dit à l'équipe pédagogique. Seul le professeur, j'y tenais beaucoup, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'attente préalable. Et donc, j'avais dit, voilà, si on joue le jeu, on me dit au prof principal, parce que c'est la moindre des courtoisies, moi je ne l'étais pas. En revanche, les autres, on ne dit rien. Et on verra après ce qui peut se passer. Donc, j'ai proposé ça aux élèves en leur laissant un week-end de réflexion, savoir s'ils étaient d'accord ou pas. Ils m'ont dit oui. Et important, j'y reviendrai, j'avais bien expliqué que c'était quelque chose qu'on allait tenter, mais que ça ne marcherait peut-être pas. Parce qu'il y a un écueil que j'ai repéré par la suite, aussi bien là, dans cette expérience-là, que dans celle que nous avons menée, dans le retour des gens que j'ai formés, donc des professeurs, c'est que trop d'attentes nuit complètement. Mais là, vraiment complètement, va à l'inverse en fait du travail qu'on essaie de faire, parce que ça crée une espèce de course au résultat qui fait que là, on se retrouve avec des gens qui veulent performer. Et donc, par exemple, là je saute un petit peu, mais j'ai l'opportunité, des professeurs qui, alors que je leur indique qu'ils peuvent faire ça, ça, ça et ça, mais qu'il n'est pas question qu'ils s'obligent à le faire, se retrouvent à vouloir des bons élèves, quoi. Vouloir tout faire. Et du coup, ils ne sont plus du tout en phase avec leur classe, avec ces élèves, dont, soit dit en passant, j'ai beaucoup apprécié hier qu'on rappelle que c'était des personnes avec un nom, avec une histoire. Et nous travaillons souvent dans un contexte où ce sont des élèves. Alors déjà, c'est une masse. Pour vous donner une idée, moi je travaille avec des classes de 38 élèves, parfois. Donc c'est une masse. Hein. Mais ils ont chacun un nom, un prénom, un père, une mère, une histoire. Et tout ça, évidemment, ça vient dans leur vécu scolaire. Et donc, il est important de s'adapter, en fait, comme dans toute pédagogie, mais là particulièrement, parce qu'autrement, on n'est pas du tout dans l'optique qu'on cherche, enfin, dans ce qu'on cherche à initier. Donc, je reviens à cette expérience. Les élèves ont adhéré, ils ont fait les exercices, je les voyais 3 fois par semaine. Et lorsqu'on a fait un premier retour sur l'expérience, ils ont tous dit que ça leur faisait du bien. Quel type d'exercice ? Forcément... Quel type d'exercice ? Alors, les exercices. J'ai deux, on va dire, deux inspirations, si je puis dire. En fait, j'ai commencé à travailler et à apprendre la relaxation quand j'avais 16 ans. Il se trouve que je suis une ancienne danseuse, donc j'ai beaucoup travaillé sur le corps. Putain, mes pieds. Et donc que j'ai travaillé aussi sur l'analyse transactionnelle, pas l'analyse transactionnelle un peu, mais par ailleurs, l'analyse fonctionnelle, enfin le décryptage du mouvement, etc. Et parallèlement, j'ai fait du yoga jusqu'au moment où j'ai rencontré le tai chi. Et donc, ça fait près de 30 ans que je pratique le tai chi, je l'enseigne aussi. Et il se trouve que j'essaie de suivre les enseignements depuis 1990, donc j'ai une petite pratique de la méditation assise. Du coup, je me retrouve avec une petite réserve de possibilités, on va dire, de travail sur le corps. Et c'est pour ça que parfois on a discuté, parce que je ne suis pas dans la... Je suis jamais dans les clous de toute façon. Mais là, je ne suis pas dans la mindfulness pure. Je ne peux pas, parce qu'en fonction de ce qui se passe, je vais faire autre chose. Donc voilà, donc la base c'est la posture. Voilà. Les enracinements, avec des points précis qu'on va scanner, on va remonter. Au bout d'un moment, parce que je ne le propose pas tout de suite, un travail sur l'observation simplement de la respiration, sans agir dessus. Et après, éventuellement, un travail avec des visualisations au travers de cette observation du souffle, en particulier pour des petits qui sont souvent extrêmement stressés et à qui je peux proposer d'imaginer que tout ce qui les gêne sans se le représenter, c'est pas la peine, part dans la terre. Des choses vraiment hyper simples. Et qui, c'est important, ne peuvent pas prêter à la manipulation. Ça me paraît très important, à la manipulation. Des consciences et du reste, ça me paraît important ça. Donc voilà, et parallèlement du tai chi kong, parce que le tai chi, il faut de l'espace. Or là, le but, c'est marqué plus loin pour vos diapos, le but, c'est que ces élèves puissent le pratiquer, se l'approprier, c'est-à-dire que l'autonomie me paraît vraiment essentielle. Dans le tai chi, vous savez, c'est comme partout, il y a des maîtres. Donc il y a le maître qui vous rend libre avec tout ce que ça comporte. Les choix, les difficultés. Donc il y a celui-là, et puis il y a celui qui vous fait croire que sans lui, vous ne pourrez jamais rien.
Donc, j'ai expérimenté les deux, forcément, et je crois beaucoup dans la liberté avec toutes les difficultés hein, et parfois les souffrances que ça suppose, parce que la responsabilité dont on parlait hier et la liberté, c'est un cadeau, mais après il faut l'assumer pour pas dire qu'on le méritait. Hein. Donc voilà, et c'était très important de situer ça de cette façon-là. Donc du coup, le Tai Chi Kong, qu'est-ce que c'est? Ça a été initié par le grand-père d'un de mes maîtres de Tai Chi, qui a été amputé des deux jambes, donc il ne pouvait plus, vers la fin de sa vie, enseigner le Tai Chi normalement, mais qui pensait qu'il avait encore des choses à transmettre. Donc il enseignait sur une chaise, mais rien qu'avec le haut du corps et les bras. Et donc, comme les petits, parce que là, ce dont je parle au début étaient en 5e, ils avaient 12 ans, puis ils avaient vu des films, donc Fou et compagnie, donc il s'était fait une idée, il fallait un petit peu caler à un moment donné avec l'idée. Donc, je fais faire quelques exercices en dynamique. Qui permettent de travailler aussi la latéralisation, la bulle, l'espace de l'autre aussi. Parce que bon, il ne s'agit pas de lui rentrer dedans, on a un peu de place. Hein, donc comment faire sans être complètement sur soi et en même temps respecter la bulle de l'autre? Il y a plein de choses hein, intéressantes là-dedans. Donc voilà, en gros, tout ceci a donné des résultats qui m'ont été rapportés par les élèves eux-mêmes. Ils ont voulu continuer. Il paraît que certains le pratiquaient avant les DS dans d'autres matières et le pratiquaient à la maison. Et j'ai eu des retours de parents, alors là, qui m'ont franchement étonnée. Parce qu'en fait, on est toujours étonné que ça marche. Je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui trouvent que ouais, ça a toujours marché, mais moi non. Donc, je suis toujours étonnée que ça marche vraiment. Et par exemple, sur les problèmes de sommeil, sur les problèmes de relations à la famille, sur la phobie. Celui qui venait en pleurant, pleurait plus. Il devait y avoir une petite interaction entre ce qu'on faisait apparemment en classe et puis ces exercices qu'il pratiquait aussi à la maison et ce qui se passait pour lui. Donc voilà, et à partir de ça, en fait, de cette expérience-là, on est allé vers Climètre. Et là, cette fois, on a lancé ça sur 8 établissements de l'Académie de Grenoble, dont je salue d'ailleurs certains participants parce qu'ils venaient de loin. Moi, je me déplace, mais pas autant que des gens qui viennent du sud de l'Académie. Hein. Parce que moi je suis sur Annecy et donc après on va à Grenoble ou ailleurs. Donc là, 8 établissements, toutes disciplines confondues. Un public au départ désigné, c'est-à-dire que des inspecteurs ont proposé cette formation à des professeurs. Et nous étions en tout 15, donc 12 professeurs, mon IPR, quelqu'un des labos, une jeune fille qui faisait une étudiante qui faisait un master là-dessus. Et le but là, donc ça c'est important pour nous, n'était pas seulement de former les enseignants pour augmenter leur propre bien-être, chose qu'on fait très souvent en fait hein, en formation pédagogique, mais ils s'engageaient, à pratiquer chez eux tous les jours. On ne peut rien transmettre quand on ne pratique pas. 2, à pratiquer avec les élèves en début de cours, de tous leurs cours, entre 5 et 15 minutes. 3, à remplir un carnet de bord que j'avais conçu pour qu'on sache ce qu'ils faisaient exactement. Ensuite, les labos puissent étudier ça. Donc on l'a fait toute l'année dernière. Et ce qu'on a pu observer, alors après que tu diras ce que tu as, ce que je n'ai pas. Bon, enfin, ça fait rien, on peut dire déjà comment ça s'est passé. Donc déjà, il y a eu une bonne adhésion en fait. Des enseignants qui sont venus, qui ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, et qui pour certains, je ne veux pas schématiser, mais je pense que certains profs de sciences étaient particulièrement attentifs à ce qu'on allait leur proposer, et comment. Et ils ont adhéré tout de suite. Je dois dire aussi que je m'engage dans ces formations à suivre les gens individuellement. C'est-à-dire que le suivi se fait par mail ou par téléphone, parce que je ne peux pas me déplacer partout, parce que moi j'enseigne à temps complet, et je n'ai pas l'intention d'arrêter, hein, parce que ça me plaît. Donc voilà, il faut que je gère les deux à la fois. Et donc ce suivi m'a montré que les gens étaient sérieux là-dedans, parce que j'attendais de le voir, parce que je les vois 6 heures à chaque fois. Mais je les vois que 3 ou 4 fois dans l'année. Donc la question entre l'intervention 1 et l'intervention 2, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Or j'étais sur un groupe cette année qui ne communiquait que très peu, qui ne répondait même pas à mes mails au départ, qui je pense n'ouvrait pas leur boîte. Donc voilà. Et donc je me suis dit, bon ben quand ils vont arriver et qu'on va s'y mettre, je vais voir.
s'ils ont pratiqué ou pas, mais c'était la grande inconnue. Et ils avaient pratiqué. Et ils ont tous fait dans leur classe. Et vraiment, ça a déjà été la première des réussites, puisque d'après ce que j'ai compris, parce qu'elle ne l'avait pas dit, c'est que les premiers critères des labos, c'était de savoir ce que vous pouvez le faire. Moi, j'étais déjà sûre, est-ce que ça va marcher? Mais elles étaient sûres, est-ce que ça peut se faire ou pas? Ce que j'ai pas compris de tout de suite. Donc, ouais. Mais c'est bien, c'est pas plus mal. Donc, voilà. Et pour eux, alors quand même, évidemment, je suis allée beaucoup plus loin que ce qu'ils étaient censés proposer aux élèves. Donc, sur les 6 heures, selon les moments, la première fois, il y a eu de la relaxation couchée, parce qu'ils sont arrivés dans un état tel qu'ils en avaient besoin. Il y a eu du tai chi kong et il y a eu de la méditation assise qui ne disait pas son nom, parce que bien sûr, c'est un terme qu'on n'utilisait pas. Peut-être, Marie, je peux dire que le premier programme s'était vraiment présenté sans parler de méditation, et l'expérimentation est reconduite cette année, et quand on a été rencontrer l'établissement dans lequel ça va avoir lieu, on a parlé de pratique méditative cette année. Voilà. Et ça se fait petit à petit. J'ai une question. Tous les enseignants étaient déjà pratiquants avant? Pas du Non. tout. D'accord. Du tout. Il faut accélérer. Je parle trop. Sinon, ça va passer sous la table. Oui. Sinon, vous allez passer sous la table. Oui, bon, alors, justement, ça va. Bon, globalement, ça a marché. Je voudrais aborder les difficultés, en fait, et les dérives qu'il peut y avoir, parce que ça me paraît important. Donc, la première dérive dont je parlais tout à l'heure, c'est de se comporter en tant que prof comme un bon élève, c'est-à-dire de vouloir tout faire. Ça, c'est pour moi, et ça me pose un problème pédagogique l'année prochaine, parce que je ne sais pas comment je vais faire avec le groupe que je vais recevoir cette année, parce que les autres veulent continuer, ce qui n'était pas prévu, continuer. Mais ceux-là, là, il va falloir que je gère ça, je ne sais pas comment, quoi. Parce que ce sont des professeurs qui, pour certains, apparemment la majorité, sont d'anciens très bons élèves. Donc ils considèrent que quand on fait un truc, on doit aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est qu'en face, ils ont des élèves et que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Donc ça, voilà une première dérive. La deuxième, Vas-y. la recherche de l'élève parfait. Alors ça c'est terrible. C'est-à-dire que j'ai entendu, quand ceux qui étaient aveugles ont su, oui, mais il ne parle encore. Je dis oui, il est vivant. Donc bon, c'est méchant, mais c'est vrai qu'il y a ça quand même, hein. Il est vivant. Il y a ce côté de ça va tout résoudre, c'est miraculeux, et on n'est plus sur le bien-être de l'élève et sur une interaction qui pourrait être positive entre l'enseignant et l'élève, on est sur une espèce de mythe, en fait, l'élève qui ne bouge pas, et à partir de là, il est parfait, quoi. Donc ça, c'est une deuxième dérive. Et justement, je viens de l'évoquer, une autre, c'est comme il y a une attente institutionnelle parfois, c'est-à-dire là, on a un peu ce souci en apparence, parce que finalement ça n'a pas l'air d'être là dans l'établissement dans lequel on sera cette année, c'est-à-dire des gens qui attendent tout de ce qu'on va leur apporter. Ça se va aussi pour résoudre tous les problèmes. Et là, il y a l'attente parfois de quelque chose qui pourrait être miraculeux et résoudre tous les problèmes de A à Z. C'est pas possible non plus. Donc, quand j'arrive, je parle assez cash. Je dis voilà, c'est ni miraculeux, ni sectaire, ni dangereux, ni magique. Donc voilà. Et je voudrais aussi aborder quelque chose pour finir, qui me paraît très important. Une autre dérive serait la méconnaissance en fait, de la motivation ou de l'objectif qu'on a, à savoir une ouverture, parce que être conscient de soi, dans la méditation, il n'est pas question d'ignorer ce qui se passe autour. C'est fait pour être présent, donc être présent aussi à ce qui est autour. Là, les gens que je forme, je dis vous avez un enfant qui s'approche d'une prise, vous devez le voir, parce qu'ils sont très étonnés qu'on médite les yeux ouverts. Souvent. Et donc, c'est important d'être conscient de ce qui se passe autour, d'être ouvert à l'autre, donc. Voilà. Et c'est pour moi le but ultime, en fait. C'est-à-dire cette ouverture, on a parlé d'empathie, en fait, comme tout à l'heure je parlais du prix de la liberté, ben là il y a un prix à payer aussi. C'est que quand on commence à être sensible à 36 individus, ben c'est pas si simple que quand on est d'un côté le prof, d'un côté l'élève, pas d'identité, pas de vie, pas d'histoire. Ça c'est pratique. Mais moi j'y crois pas une seconde. Voilà, ça fait 30 ans que j'enseigne et moins j'avance, enfin plus j'avance, moins j'y crois.
En fait, moi j'avance aussi. Mais je crois que plus on est spécialiste d'un truc et puis on se rend compte qu'on connaît rien. Mais voilà. Donc en gros, voilà ce que je pouvais dire sur cette expérience. Et on a parlé du care hier. Le mot il m'intéresse en fait. Prendre soin. Voilà. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et dans le soin, il y a l'attention, il y a l'ouverture. Ça ne veut pas dire qu'on permet tout, là c'est un autre débat, mais dans ce qu'on fait, c'est vraiment important. Et aussi cette dimension de l'ouverture, ce qu'on appelle éventuellement la vacuité, qu'on peut appeler RICPA, justement, c'est d'accueillir en fait et d'être là-dedans. Donc de ne pas tout attendre, de ne pas peut-être mettre des mots sur ce qu'on attend, enfin, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'y suis. J'ai des questions. Je suis en lycée à Bourg-en-Bresse, dans l'académie digne de Lyon. Et ce programme, ça m'intéresse beaucoup. Et je veux savoir s'il y a la même chose dans l'académie de Lyon. Je n'en sais rien. D'après ce que j'ai compris de ce que me disait Odette Turias, qui quand elle m'a inspecté, m'a dit que j'étais le seul profil comme ça, ce que je ne peux pas croire. Mais pour l'instant, c'est Grenoble. Maintenant, si j'ai bien compris, notre travail est visible sur un plan national. Moi, je ne m'occupe pas de la com du tout, du projet, mais si j'ai bien compris, très vite, ça a dépassé le cadre académique, c'est visible quelque part, c'est visible dans les Spérithèques. Maintenant, est-ce que ça existe ailleurs, dans l'Académie de Lyon par exemple, je ne sais pas. Parce qu'au PAF, il y a à découvrir la méditation, pour justement réduire le stress des professeurs. Oui, mais alors, voilà, c'est ça. Donc, la spécificité d'une autre, si je puis m'exprimer comme ça, en ayant l'air un peu là, c'est que c'est pas que bien sûr qu'il faut ça, mais il faut aussi que l'élève se sente bien. Bien sûr. Ouais. Et là, c'est un peu la spécificité de cette expérimentation-là, c'est de former des profs pour qu'ils puissent proposer quelque chose, offrir en fait quelque chose à leurs élèves. Moi, c'est un cadeau que je leur fais. Ce qui est inutile de dire que j'ai fait ça bénévolement pendant un certain temps. Même encore. C'est pas tout qui me rapporte. Oui. Moi, je voulais juste poser une question qui m'interpelle. C'est guide du contexte. Travailler sur des enfants en milieu scolaire, c'est très bien, mais guide de la famille, du contexte, parce qu'il y a des parents qui peuvent être aidants par rapport à ce genre de choses. Il y a des parents qui peuvent être bousculés par ce qui se passe et qui peuvent avoir une contraction, enfin, j'en sais rien. La question c'est, est-ce que vous avez déjà posé ce problème? Est-ce qu'un enfant, c'est pas c'est un individu certes, mais c'est aussi, il est connecté à un ensemble de choses qui n'est pas seulement l'école. Voilà, c'était ma question, mais je sais pas. Alors déjà, on demande l'autorisation. Vous avez plus lourd comme dispositif, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Oui, mais dans l'évaluation, est-ce qu'il y a quelque part une prise en compte de l'entourage? Non, on n'a pas pu mettre en place cette évaluation auprès des parents. Je ne vous ai pas présenté ici ce qu'on a fait en termes d'évaluation, mais on n'a pas pu avoir accès aux parents. C'est déjà très très compliqué. Non, je sais bien. D'avoir des autorisations pour interroger les élèves. Et vous avez bien posé aussi les limites des études, mais c'est... Merci en tout cas. La durée de la formation des enseignants, c'est 6 heures. 3 fois 6 heures. 3 fois 6 heures, d'accord. Enfin, cette année, ce sera 4, parce que déjà, la première fois, je me dis, mais je ne vois pas comment. Depuis les années que je fais ça, je ne vois pas comment. Et en fait, on s'est fixé des objectifs extrêmement réduits. Donc même si je fais beaucoup plus avec eux, ils vont faire que très peu. À partir de quel moment ils transposent Ah oui, la classe? c'est vrai. Alors, une fois, 2 fois, il y a une mise en situation entre la 2e et la 3e. Donc cette année, ce sera sûrement entre la 3e et la 4e. 18 heures. Voilà.